Merci Monica, merci Olivier merci à tsukunft.ch, donc futur.ch, cette organisation qui me donne la possibilité de vous présenter un sujet qui me passionne, qui m'interpelle et qui m'inquiète. C'est la drogue, c'est quelque chose que je connais bien. Je vous en parlerai bien sûr dans différents aspects tout au long de cette conférence. Euh, Tout simplement, je suis vice-président effectivement de l'association contre la drogue. C'est une association qui est cantonale, qui est romande. Le principe de cette association, c'est de défendre les valeurs de notre société, c'est d'éviter aussi de trop tomber dans les dérives, d'interpeller aussi nos politiciens. Je fais moi-même de la politique, c'est quelque chose qui m'interpelle. J'ai très souvent l'occasion d'échanger avec mes amis qui sont au Conseil national et même parfois au fédéral. Et puis, c'est quelque chose qui me concerne directement puisque la drogue a fait des victimes autour de moi, des amis très chers qui malheureusement ont sombré dans cette dépendance et qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, je leur dédie cette conférence en quelque sorte en disant, voilà, ils ne sont pas oubliés, on pense toujours à eux, mais une fois que c'est trop tard, eh bien malheureusement, il est trop tard. Et donc, ce sera aussi la thématique que je souhaite aborder avec vous ce soir. Voilà, Monica, en quelques mots. Donc, non à la drogue, oui à la vie. Ce thème, tout simplement, c'est un thème qui doit vous interpeller, vous, qui suivez cette conférence. Tout simplement, la drogue est un frein à la liberté, c'est un frein, comme je l'ai dit, à la vie, à l'existence. C'est aussi quelque chose qui va avoir des conséquences. Une personne qui tombe dans ce fléau s'isoler, va malheureusement aussi fournir et procurer des dommages collatéraux. Et donc, il est aussi nécessaire de prendre ses responsabilités face à une personne de votre entourage qui sera victime de la drogue. Et nous allons inspecter avec vous différents aspects, en commençant par le programme de la présentation. Donc, l'introduction a été faite, un peu d'histoire. Il est important de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. L'histoire de la drogue, elle a aussi ses côtés positifs à quelques moments de l'histoire. Quelques statistiques, pardon, et le contexte actuel. Les conséquences de la drogue à Genève. J'habite Genève, c'est un endroit que je connais très bien et je connais très bien également le monde de la drogue à Genève. Les politiques et initiatives, bien sûr des perspectives et il serait bien maladroit de ma part de ne pas vous proposer quelques solutions. Ensuite, de quoi nous passerons aux conclusions et aux questions. Un petit peu d'histoire, comme je le disais, on, on trouve des traces de la drogue 2100 ans avant Jésus-Christ, sous la forme d'un produit qui était appelé le mandragore et qui était utilisé en Égypte pour ses effets analgésiques et soporifiques. Donc là, nous parlons plutôt de drogue thérapeutique comme nous l'avons aujourd'hui, hein. La drogue, ce n'est pas uniquement des produits qui vont être utilisés à des buts festifs, mais c'est aussi un usage qui peut être fait à des buts thérapeutiques. On prend tous des Doliprane ou des produits comme l'aspirine, tout simplement. C'est aussi une drogue, il faut le savoir. Certaines personnes tombent dans l'usage et l'excès de produits pharmaceutiques qui peuvent être trouvés très facilement en vente libre dans des pharmacies, notamment des sirops contre la toux qui peuvent provoquer des effets d'accoutumance et qui peuvent également être utilisés comme drogue en mélangeant d'autres produits qui sont là aussi vendus en libre service dans les pharmacies. Ensuite, on passe à 1400-1500 où l'usage de l'opium en Chine a été utilisé comme anesthésique. Alors, au début, bien entendu, c'était une révolution on peut imaginer, bien sûr, à cette époque, pour les opérations. L'usage de l'opium est un petit peu comme on a aujourd'hui l'usage de la narcose,
quelqu'un qui devait se faire opérer de façon assez importante était bien entendu en faveur de l'usage de ce produit-là, eh bien, il pouvait traverser cette épreuve avec beaucoup plus de sérénité plutôt que d'être opéré à vif. On peut l'imaginer très certainement à cette époque. Et puis donc, cette révolution a favorisé finalement le bien-être des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, eh bien, certains pays d'Europe ont utilisé ce principe de l'opium pour faire une sorte de troc avec ces pays d'Asie. Et ça a provoqué déjà à l'époque une crise dans les pays, notamment en Chine et en Asie en général. Tout simplement, les personnes sont devenues dépendantes. Déjà à l'époque, la criminalité a augmenté, la partie, comment dire, les personnes n'allaient plus au travail, elles étaient en difficulté sociale et très vite, le gouvernement chinois a identifié ce produit comme étant nocif pour sa population, l'a interdit, ou en tout cas très limité. Et les personnes qui en faisaient le commerce, eh bien, ont dû trouver d'autres richesses à échanger. Nous passons ensuite en 1800-1900 où la cocaïne a été découverte, hein. La cocaïne, vous le savez, très certainement, ce sont des feuilles qui sont traitées, qui sont malaxées avec du kérosène notamment. Donc le kérosène, c'est de l'essence pour les avions. Et puis ensuite de quoi le jus qui en découle euh, est malaxé. Ensuite de quoi il est solidifié, puis séché et on obtient de la poudre de cocaïne. Déjà à l'époque, et toujours maintenant, certaines personnes qui vivent dans les montagnes en altitude mâchent de la feuille de coca pour ne pas tomber, en fait, pour ne pas subir, pardon, les effets de l'altitude. Eh bien, à l'époque, certaines personnes ont découvert que la cocaïne pouvait provoquer en fait une sorte d'effet de boost, si on peut dire, un peu comme si vous buviez énormément de café. Et puis à l'époque, eh bien, l'usage médical, là aussi, a été mis en avant, puisque c'était une poudre qui était très peu produite. Et puis, par chance, les personnes avaient cette sagesse de faire confiance aux soigneurs. Et ces soigneurs, eux, avaient la sagesse de dire, attendez, on va quand même faire attention de ne pas vous en donner trop, on va contrôler cet usage. Et puis, il était utilisé qu'à des fins thérapeutiques et donc, le médecin, un peu comme on le voit maintenant avec les médecins qu'on fréquente, eh bien, nous donnait juste la dose nécessaire pour aller mieux. Et puis, de cette façon, tout excès ou en tout cas toute dérive était évitée. En 1960, eh bien, il y a eu la découverte de l'héroïne et de la méthamphétamine ainsi que du LSD. Donc, la méthamphétamine et le LSD sont des produits qui sont produits, qui viennent du monde de la chimie. L'héroïne est cultivée sur la base du jus du pavot. Ce jus, ensuite, un petit peu comme la cocaïne, eh bien, il est séché et il se transforme en poudre. Alors là, c'est une poudre que l'on s'injecte pour la plupart du temps. On peut aussi la fumer, la faire chauffer avec de l'aluminium et puis en respirer les vapeurs. Et donc, finalement, la personne peut entre guillemets, se shooter à l'héroïne de différentes manières. La méthamphétamine, eh bien, c'est un dérivatif de la cocaïne, ou plutôt un substitut hein, de la cocaïne, puisque c'est un excitant. Et puis le LSD, c'est un produit qui est principalement est liquide, qui était consommé sous la forme de petits buvards, donc des petits bouts de papier sur lesquels une goutte de produit était déposée. Et puis ça s'avalait tout simplement. Par contre, les effets étaient terribles puisque le LSD provoque des hallucinations assez importantes et a cet effet pervers de reproduire ces mêmes effets dans un moment de votre vie, si vous en avez consommé, sans que pour autant on puisse déterminer à quel instant cela va se produire. Alors imaginez-vous que tout d'un coup, vous êtes en train de conduire votre voiture sur l'autoroute, vous êtes à 120 km/h, la vitesse réglementaire, et vous avez ce qu'on appelle un backtrip, et puis les effets du LSD se reproduisent. Je vous laisse imaginer le résultat. Nous passons ensuite sur une longue période. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y avait d'autres découvertes, mais je n'en voyais pas l'opportunité. Je dirais de 1960 à nos jours, là je me suis arrêté à 2023,
eh bien, il y a eu une explosion du trafic de drogue en Europe. Cette explosion, elle a été liée principalement aux guerres et aux migrations. Les guerres, notamment le Vietnam, qui ont provoqué en fait l'afflux massif de personnes qui avaient découvert notamment l'héroïne en Asie. On peut imaginer hein, les Français avec l'Indochine. Et puis, bien entendu, d'autres pays d'Europe qui sont partis en guerre dans ces pays-là. L'Afghanistan, plus récemment, Iran, Irak, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, finalement, ont fourni à l'Europe des drogues qu'ils produisaient sur place. Et les consommateurs qui étaient nos soldats, non seulement sont souvent tombés dans l'excès de la consommation sur place, l'ont ramené en Europe et finalement ont développé des commerces avec ces pays-là. Il est bien entendu que nous n'allons pas généraliser. Certains soldats sont revenus qui n'étaient pas consommateurs, mais il est très clair que ces mouvements de population, ces migrations, ont eu une influence délétère sur le marché des stupéfiants, puisqu'en Europe, nous ne produisons absolument pas de stupéfiants. Une petite carte qui vous expliquera un petit peu mieux ces migrations, ces afflux. Donc, vous voyez que la plus grande partie de production des stupéfiants, elle se situe ici, en Asie centrale, en Afghanistan principalement. Et puis, cette drogue qui est produite, eh bien, tout simplement, elle va arriver chez nous par différents moyens, par différents modes de transport. Elle va aussi passer, elle va aussi passer par l'Afrique, puis être remontée en Europe. Nous avons, donc là, on parle principalement d'héroïne. Nous avons également tout ce qui est cocaïne et produits issus de la feuille de coca, eh bien, qui sont cultivés en Amérique du Sud. Cette Amérique du Sud, eh bien, elle va passer notamment par le Mexique, qui est le plus grand transporteur de cocaïne aux États-Unis. Et bien sûr, vous l'avez compris, la proximité avec l'Amérique du Sud va faire que les États-Unis sont un des plus grands, si ce n'est le plus grand consommateur de cocaïne au monde. Ensuite, nous avons également cette transition, cette transhumance qui part d'Amérique du Sud et qui va fournir en Europe de la cocaïne par notamment des ports qui ne sont absolument pas contrôlés en Afrique de l'Ouest. Donc, si vous avez un gros stock de cocaïne à faire transiter en Europe, eh bien, tout simplement, vous affrétez un bateau en Amérique du Sud où vous faites transporter jusqu'à un port d'Afrique de l'Ouest. Ce bateau ne va peu ou pas être contrôlé. C'est en plus des endroits qui sont très sujets à la corruption. Et puis, bien entendu, les douaniers locaux vont fermer les yeux et vous laissez passer tout votre produit. Ensuite de quoi, il faudra trouver des mules qui vont acheminer votre produit au travers de l'Afrique. Et puis une fois à la Méditerranée, des bateaux rapides approvisionnent très souvent par le détroit de Gibraltar de la cocaïne en Espagne. Cette cocaïne est ensuite acheminée avec des véhicules qu'on appelle des go fast. Et puis ce produit se retrouve en France, en Allemagne et au nord de l'Italie. Ensuite, ils sont bien sûr pris en charge par des mafias qui le distribuent, le partagent en petits sachets et sont vendus ensuite au coin de la rue dans nos cités, notamment dans nos cités romandes. Donc là, vous le voyez, le nombre de laboratoires, notamment entre 2002 et 2003, c'est des chiffres malheureusement qui datent, mais qui sont quand même très importants. Eh bien, ce nombre de laboratoires en Europe, on a atteint plus ou moins 300 à 500 laboratoires, puisqu'il faut savoir que les stupéfiants sont envoyés en Europe sous forme brute, qui doivent ensuite être coupés pour en augmenter le profit. Vous n'avez que très rarement de la drogue qui se retrouve pure, vendue dans nos rues, déjà pour des questions de prix, ce serait excessivement cher. Et puis ensuite, elle est coupée, elle est diluée, elle est mélangée avec de différents produits pour en augmenter la quantité et donc augmenter le profit des personnes qui vont la vendre. Et donc, comme vous le voyez, plusieurs laboratoires et surtout de très grands laboratoires se trouvent ici.
Et c'est finalement ce qui devrait être utilisé pour affaiblir les réseaux. C'était d'ailleurs le travail de la French Connection à l'époque, dans les années 70. Les pouvoirs judiciaires ont bien compris ce principe. Plutôt que de lutter contre les trafiquants, ils ont recherché les laboratoires qui transformaient le produit et en trouvant ces laboratoires, et bien finalement, ils affaiblissaient l'approvisionnement et c'était une victoire contre l'ennemi. J'en parlais avant, le contexte et quelques statistiques. Je me suis penché sur quelques études des consommations. Donc pour cela, je me suis fié au site Addiction Suisse qui fournit des statistiques qui sont fiables, où l'on voit des augmentations, enfin des courbes très marquées pour la consommation de cannabis. On parle souvent de cannabis. C'est une drogue qui est très souvent consommée pardon, par les jeunes. Et sur cette statistique, vous voyez qu'à partir de 15 ans, eh bien, les consommateurs ont des augmentations très marquées, que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, finalement, on voit que ça touche aussi bien enfin, les personnes de sexe masculin et les personnes de sexe féminin. Les courbes, vous le voyez, sont assez linéaires, sont assez progressives. Et puis finalement, on voit qu'on est sur une légère baisse. Alors évidemment, par rapport aux années 2000, il y avait une très grande consommation. Là, nous sommes sur une légère baisse, ce qui est encourageant. Malgré tout, cette statistique, il faut la prendre avec des pincettes car, bien entendu, nous n'avons pas autour de nous des personnes qui vont librement annoncer clairement qu'elles consomment des stupéfiants et surtout du cannabis. Donc, c'est des chiffres qui sont certainement en dessous de la réalité. Et bien entendu, ces chiffres-là doivent quand même nous interpeller, puisque dans une minorité, dans un entourage de personnes qui sont dans des tranches d'âge comme celle de cette statistique-là, 15 ans, eh bien, on constate que quasiment un jeune sur cinq consomme déjà du cannabis. Sur la page de droite, vous voyez une statistique qui, elle, porte sur les résidus de cocaïne dans les eaux usées sur 10 ans. Alors pourquoi cette statistique? Tout simplement parce que c'est un moyen, et là par contre c'est un moyen fiable, d'avoir une photographie sur le taux de consommation de la cocaïne. En mesurant les eaux usées de nos villes, là vous le voyez, il y a différentes villes de Suisse, eh bien, il est possible de déterminer le taux de consommation de cocaïne. Tout simplement, les personnes qui vont aux toilettes, eh bien, éjectent une partie de cette cocaïne, et cette cocaïne ensuite est visible lors des analyses qu'effectuent les chimistes cantonaux. Alors, cette courbe, vous voyez elle est en augmentation, elle est en augmentation très importante même, puisqu'on voit la courbe bleue qui est une courbe moyenne qui montre que de plus en plus de personnes consomment de la cocaïne. Alors, il y a une raison à cela, tout simplement le prix de la cocaïne a baissé. Il y a 20 ans, un gramme de cocaïne était vendu environ 500 francs. Actuellement, un gramme de cocaïne vaut à peu près 80 francs, 80 à 100 francs. Donc, à la faveur de cette diminution de prix, eh bien, tout simplement, les gens qui rêvaient de pouvoir consommer de la cocaïne, finalement, ont pu augmenter leur consommation, ont pu augmenter aussi leur dépendance, puisque, vous le verrez plus tard, c'est une drogue qui, au demeurant, ne crée pas de dépendance. Eh bien, c'est une erreur, c'est une hérésie de penser ça, puisque toute drogue, quelle qu'elle soit, crée une dépendance. Et ça, c'est important de le préciser. Toutes les drogues, on parle de cannabis et de cocaïne sur cette slide-là. Eh bien, croyez-moi, toute personne qui goûte au cannabis ou à la cocaïne, bien entendu, au début, ne va pas être dépendant, mais très vite, et c'est l'effet pervers de ces drogues, très vite, cette personne va vouloir rechercher le même effet.
Et puis, au début, elle va essayer de trouver la même allégresse, la même joie, le même plaisir. Et bien entendu, cette recherche va passer par une augmentation de la quantité, une recherche de produits différents pour reproduire le premier effet. Et c'est là où la drogue a cet effet pervers, puisque finalement, à force de rechercher ces effets-là, eh bien, la personne va se tourner vers des personnes qui consomment ou en tout cas qui vendent, et puis va être prise dans une spirale qui va gentiment la faire descendre dans un environnement qu'elle ne pourra plus du tout maîtriser. Chaque personne va vous dire, je peux arrêter quand je veux, je maîtrise, et finalement, ce n'est pas du tout le cas, puisque le produit, petit à petit, a le dessus sur la personne, même si elle a un caractère ou une personnalité très marquée. Quelques conséquences de la consommation de drogue, notamment à Genève, eh bien, tout simplement, comme je le disais, les consommateurs se sont tournés vers d'autres drogues, vers d'autres produits. Et puis récemment, comme vous l'avez certainement lu dans les journaux, un nouveau produit est arrivé dans nos villes romandes, c'est le crack. Le crack, c'est donc un dérivé de la cocaïne. Et puis c'est un mélange qui est fait sur une base de cocaïne avec du bicarbonate de soude ou d'ammoniac et qui se présente sous forme de petits cailloux qu'on fume. Ce petit caillou qu'on fume, comme vous le voyez, il est très très bon marché puisque vous trouvez des cailloux à partir de 10 francs dans un marché libre, puisque en fait, c'est un marché de la drogue, donc c'est un marché qui, pour les consommateurs, est assez facilement accessible. Et puis finalement, comme vous le savez, en Suisse romande, il n'est pas trop difficile de trouver des personnes qui vous vendent des stupéfiants. Eh bien, donc, ce produit comment dire, se destine à des polytoxicomanes. C'est une appellation un petit peu barbare qui signifie que euh, ces personnes vont consommer aussi bien de la marijuana que de la cocaïne, que de l'héroïne, que d'autres produits comme du fentanyl, comme d'autres choses. Eh bien, ce produit-là ne va en tout cas pas, ou très 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 peu, se destiner à des personnes qui goûtent de la drogue pour la première fois. C'est un produit qui est très puissant, qui peut avoir des effets extrêmement dévastateurs, puisque à la faveur de certains témoignages, on peut imaginer une sorte de multiplication par 1000 l'effet d'un shoot d'héroïne. Donc c'est comme si vous preniez, on va dire le matin, au lieu de prendre un café, vous en prenez 1000. Imaginez-vous l'effet que ça pourrait avoir sur vous. Eh bien, pour un toxicomane, c'est l'effet recherché puisqu'il a tellement pris de produits, que ce soit l'héroïne, la cocaïne, etc., qu'il va rechercher un effet supérieur. Et cet effet supérieur, eh bien, il va le trouver par l'entremise du crack. Et ce crack, malheureusement, a des effets dévastateurs, je le disais, puisque c'est un produit qui va non seulement créer une dépendance très rapide, puisque l'effet est tel que le polytoxicomane va se dire, ah, c'est génial, il faut absolument que je retrouve un. Et bien entendu, plus il va en consommer, moins l'effet sera fort. Donc il va toujours en consommer plus, et encore plus, et encore plus. Sauf que c'est un produit qui a également des effets dévastateurs sur la santé des gens. Alors évidemment, vous me direz, un polytoxicomane, c'est assez rare qu'il soit en bonne santé, mais là, ça va accélérer le déclin d'une personne avec des effets qui vont être, par exemple, il va perdre ses dents, il va avoir des trous dans la peau, on a vu des choses terribles. Et c'est des effets qui apparaissent très rapidement. Et bien entendu, ces personnes sont des personnes fragiles en termes de santé, sont aussi des personnes fragiles en termes de vie sociale, d'accompagnement social. Et ce sont des personnes qui vont tout faire pour se procurer de l'argent en vue d'acheter leur crack. Ces personnes, sur une base de consommation régulière de cocaïne ou d'héroïne, eh bien, on peut imaginer qu'elles ont trouvé une sorte de routine. Elles savent qu'elles doivent se procurer de l'argent, elles ont leurs petites astuces. Eh bien là, avec la consommation du crack, c'est un réel coup d'accélérateur, puisque une personne qui avait une sorte de routine
là, perd tous ses repères. Cette personne va donc tomber encore plus vite dans la spirale qui est de j'ai besoin d'argent, j'achète du crack, je fume mon crack, l'effet dure de moins en moins longtemps et donc il me refaut à nouveau de l'argent pour trouver du crack, etc., etc. Et cette spirale est très souvent marquée puisque on voit depuis quelque temps une augmentation de la violence, de la violence donc des toxicomanes qui vont agresser des gens pour leur voler ben, leur argent, leur téléphone, n'importe quoi, dans le but unique de se procurer de la drogue. Et donc, c'est cet effet bilatéral, cet effet collatéral dont je parlais tout à l'heure, eh bien, non seulement il a touché la famille du consommateur, il a touché également les amis du consommateur, et il a touché, bien entendu, tout l'entourage du consommateur, les voisins, etc., la famille proche, lointaine. Et ensuite, eh bien, cette personne va se retrouver dans un milieu alternatif, dans un milieu marginal. Et là aussi, à la faveur de cette consommation, de cette nouvelle consommation, eh bien, il ne va pas hésiter à voler même des gens de son entourage, à essayer de leur voler leur drogue ou de leur voler différentes choses dans le but unique de se procurer sa drogue. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un toxicomane qui est dépendant, que ce soit pour l'héroïne, que ce soit pour la cocaïne, mais aussi que ce soit pour des médicaments et également pour de la marijuana, eh bien, quelqu'un qui est toxicodépendant, donc qui est dépendant à une substance, n'a plus du tout d'envie, n'a plus du tout d'idée, si ce n'est j'ai besoin de me procurer de la drogue, j'ai besoin de trouver de l'argent. Et ça devient son seul moteur dans la vie. Il ne pense plus au travail, il ne pense plus à ses amis, il ne pense plus à sa famille. Son seul besoin, sa seule envie, eh bien, tout simplement, c'est de chercher de l'argent pour consommer de la drogue. Et ça, c'est quelque chose que vous devez bien comprendre, puisque c'est une manière aussi de vous approprier ce scénario, ces personnes-là qui font partie de notre entourage. Quand vous croisez des personnes qui sont toxicomanes, qui font la manche, qui se prostituent, qui vont vendre tout et n'importe quoi, euh, quitte à vendre même leur bébé, hein, on a vu des trucs absolument terribles, des personnes, un couple de toxicomanes cherchaient à vendre leur enfant pour se procurer des stupéfiants. C'est une situation réelle malheureusement. Eh bien, on peut se dire que ces gens n'ont plus aucune dignité humaine, n'ont plus de limite. Donc, lorsque vous croisez des toxicomanes, eh bien, soyez prudents. N'ayez pas peur d'eux parce qu'il ne faut pas baisser les yeux, il faut avoir une attitude digne. Vous êtes des personnes qui avaient le droit de l'être vis-à-vis d'eux. Mais soyez prudents. Pensez toujours que voilà, c'est une source potentielle de, de conflits, d'agression. Quelques indicateurs de la consommation du crack, j'en parlais, mais voici quelques chiffres. Et comme vous le voyez, ils sont alarmants, puisque de 2021 à 2022, donc dans une année seulement, a suffi à provoquer une augmentation constante des usagers de 300%. Donc le nombre de consommateurs, d'usagers a triplé en une seule année. Actuellement, j'imagine que l'augmentation doit être toujours sur une courbe ascendante. Et puis, comme vous le voyez sur la deuxième partie du slide, eh bien, le taux moyen d'occupation des salles de consommation de crack dans les locaux autorisés est à peu près de 50 à 80%. Ce qui veut dire deux choses, c'est que la consommation de crack est en augmentation, toujours et encore, et que sur le taux d'occupation des salles de consommation, eh bien, tout simplement, ça signifie que les consommateurs de crack représentent la moitié, voire deux tiers des consommateurs qui, avant, ne consommaient, par exemple, que de l'héroïne. Puisque les personnes qui vont dans les salles de consommation, donc ce qu'on appelle les locaux d'injection, hein, vous savez que notamment à Lausanne, un local d'injection a été ouvert près du parking de la Riponne, eh bien, on peut imaginer que tous les jours, la moitié de ces locaux d'injection eh bien, accueillent entre 50 et 80% de personnes qui vont consommer du crack. Alors, ces chiffres sont bien sûr alarmants
Il faut en avoir conscience parce que ça va donner des indicateurs non seulement à vos échanges avec les personnes qui sont autour de vous, ça vous donne aussi des arguments par rapport aux interpellations que font les politiques, que certains politiques font et qu'ils souhaitent légaliser les stupéfiants. Alors, bien entendu, sur cet aspect de la présentation, on parle de drogues que certains appellent dures. Il y a aussi une partie des drogues qui sont appelées des drogues douces. Donc, les drogues douces, on parle plutôt de marijuana et de hashish, qui sont des produits qui sont fumés, hein. Vous les mettez avec du tabac dans une cigarette et vous les fumez pour les consommer. Eh bien, tout simplement, je vais vous raconter une petite anecdote. Je pense que ce sera encore plus parlant. Je suis allé à l'inauguration du local d'injection de Lausanne, de la Riponne, en ma position de vice-président de la RCD. J'ai été invité à l'inauguration de ce local et j'ai discuté avec une personne qui accueille les toxicomanes. Et cette personne, donc, qui vit à proximité des toxicomanes depuis très longtemps, m'a dit, il faut arrêter de parler de drogue douce et de drogue dure. Il n'y a qu'une seule chose, c'est la drogue. Et là-dessus, je lui donne entièrement raison et ça me faisait plaisir qu'il le dise, puisque en utilisant cette terminologie drogue douce, certaines personnes vont essayer de vous endormir en vous disant, mais c'est pas une drogue agressive, vous comprenez, c'est une drogue douce, c'est quelque chose qui n'est pas nocif, c'est pas dangereux, etc., etc. Et gentiment, avec cet adormissement, ils vont vous entraîner dans leur vision que cette drogue, finalement, ne doit pas être interdite. Et c'est là qu'il faut être très prudent et ne pas tomber dans cet usage de terminologie qui n'a rien à voir avec la réalité. Quand on parle de drogue, on ne parle pas de drogue ni douce ni dure. C'est de la drogue, point final. Cette drogue, cette même drogue, qu'elle soit douce ou pas douce, peu importe, eh bien, elle va utiliser les moyens de pénétrer dans votre entourage par des personnes qui seront peut-être un petit peu plus fragiles ou qui auront des difficultés à un moment donné dans leur vie. Et c'est un petit peu comme un cancer, eh bien, ça va morceler petit à petit votre famille, ça va déchirer les liens familiaux que des enfants ont avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, puisque ces personnes vont entrer dans cette spirale dont je vous parlais, qui sera finalement de consommer et puis donc de trouver de l'argent. De l'argent, ils n'en auront peut-être pas forcément, ils vont vous en emprunter, ils vont peut-être vous voler, puisqu'ils n'auront plus qu'une idée en tête. Je parle même de l'usage de stupéfiants comme la marijuana, puisque petit à petit, eh bien, il est nécessaire de s'acheter de plus en plus de quantités avec des effets de plus en plus forts, recherchés. Donc, ne tombez pas dans cette spirale lorsque vous parlez de drogue. Eh bien, ne parlez que de drogue. Corrigez même les personnes que vous avez en face de vous qui vous parlent de drogue douce ou de drogue dure. Le but étant de leur faire prendre conscience, en tout cas de ne pas leur faire continuer à utiliser cette terminologie-là qui n'est pas sans conséquence. Quels sont les risques? Eh bien, tout simplement que le trafic de crack continue à s'étendre à Genève, avec des conséquences, bien entendu, pour la santé publique, pour la sécurité des citoyens, puisqu'on peut très bien imaginer que si énormément de personnes commencent à consommer du crack, eh bien, ce sera une scène ouverte. On a connu, quand j'étais jeune, on a connu le Letton à Zurich. Eh bien, on peut très bien imaginer que si les pouvoirs publics, malgré toute leur bonne volonté, essayent de lutter contre ces consommations, eh bien, tout simplement, c'est un phénomène qui va s'étendre très vite. Comme vous l'avez vu sur les slides précédentes, on est sur une consommation qui a augmenté, qui a triplé en une année. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui peut aller très, très rapidement. La réponse de nos autorités sont, même s'ils font preuve de bonne volonté très souvent, eh bien, elle n'est pas aussi rapide. Et donc, la scène peut très vite s'étendre et finalement ne plus être maîtrisable, ce qui arriverait à fournir une scène ouverte de la consommation de la drogue en centre-ville principalement, ou en tout cas à proximité des gares. Un des deuxièmes risques que j'ai identifié, c'est qu'il touche une clientèle plus large et donc qu'elle touche
une clientèle jeune, festive, qu'elle trouve de nouveaux consommateurs. On sait très bien que les personnes qui produisent de la drogue sont un petit peu comme des chercheurs. Ils vont essayer de trouver le meilleur produit pour leurs clients. Ils vont aussi essayer de fournir certains produits à de nouveaux clients. Et puis finalement, eh bien, ces nouveaux clients, ils vont tomber dans cette spirale et entraîner avec eux leurs amis, peut-être parfois leur famille, et surtout rechercher, c'est des personnes qui sont bien sûr très influençables, puisqu'ils sont recherchés pour leur côté naïf et surtout euh, avec peu de responsabilisation. Il est aussi à noter qu'un risque, et non des moindres, c'est que les dealers de crack réalisent des bénéfices très importants. On parle de milliards, hein, c'est une production qui rapporte énormément d'argent. Et puis, tout simplement, l'appât du gain va provoquer aussi une augmentation des revendeurs. Ces revendeurs, finalement, se disent, mais je peux me faire énormément d'argent très rapidement. C'est un commerce qui est florissant. Je vais faire en sorte de me protéger de plus en plus. Donc, je vais réfléchir à différents aspects de la sécurité de ma distribution. C'est des personnes qui ont énormément d'argent très vite et qui vont donc utiliser cet argent afin de sécuriser leur approvisionnement et également sécuriser le moyen de faire des ventes en toute rapidité, en étendant leur réseau de vendeurs, ce qui va leur rapporter encore plus facilement de l'argent. Chaque personne qui consomme va aussi proposer d'en vendre à des personnes qui consomment comme lui ou comme elle. Et donc, vous voyez, ça s'étend très rapidement. Et très vite, quelqu'un qui peut avoir de la drogue et en fournir à des consommateurs n'aura même pas la peine, n'aura même pas besoin de rechercher des dérivatifs, comment dire, des moyens de fabriquer son réseau. Son réseau va quasiment se fabriquer tout seul. Très vite, il va avoir affaire à des gens qui vont lui dire, j'ai entendu que tu fournissais de la drogue, ça m'intéresse, etc. Je peux t'en vendre, je peux te fournir mon appartement pour le stocker, etc. C'est des organisations qui sont assez rapides, qui sont très réactives et qui s'organisent très facilement, puisque c'est des gens qui évoluent dans les mêmes milieux. Et donc, à la faveur de cette connivence, de cette proximité, eh bien, tout simplement, ce sont des gens qui vont pouvoir s'organiser très facilement pour aussi se déplacer si un site est menacé. Donc, imaginons, voilà, une personne entend que la police a identifié un laboratoire, a identifié un lieu de stockage, eh bien, tout simplement, très rapidement, en une heure, ils vont trouver des personnes qui vont déplacer l'entier de l'appartement, le replacer ailleurs. Ils n'auront même pas besoin de chercher ils n'auront même pas besoin de chercher longuement pour trouver un nouveau lieu de stockage. Et puis, tout simplement, à la faveur de cette nouvelle, de ce nouveau pied-à-terre, si je peux dire, eh bien, lorsque la police va intervenir, il n'y aura plus rien à saisir, tout aura été déplacé. Donc, c'est quelque chose qui doit aussi vous interpeller, puisque tout cet argent qui est dépensé pour la consommation de stupéfiants, eh bien, tout simplement, c'est aussi de l'argent que l'État n'a pas, que vous n'avez pas de ce fait, qui pourrait être utilisé pour lutter contre certaines maladies, qui pourrait être aussi utilisé pour aider certaines personnes qui en ont besoin. Et tout simplement, ces bénéfices engrangés le sont au nez et à la barbe de l'État. Comme vous l'imaginez, toutes ces personnes-là ne payent aucun impôt. Et malgré que lorsqu'elles achètent certains produits, ça peut être des maisons, des voitures, eh bien, ils vont payer peut-être de la TVA. Ce seront les seules choses qu'ils vont payer qui vont aussi être réintroduites dans le système. Tout le reste de l'argent produit va être utilisé principalement pour acheter de la drogue, fabriquer des laboratoires, trouver des nouveaux moyens de transport, acheter des moyens de transport, fabriquer des réseaux pour vendre. C'est l'unique but. Donc c'est de l'argent qui, bien entendu, provient
de source criminelle et qui va être réinvesti à des fins criminelles. J'en parlais tout à l'heure, nos pouvoirs publics, nos pouvoirs politiques, eh bien, j'ai fait une petite recherche et j'ai été très surpris. Je me suis penché sur la politique de criminalité commune. Chaque 3 ans, enfin chaque 2 ans plutôt, le gouvernement genevois fait une analyse de la criminalité qui se déroule dans le canton de Genève. Et ce qui m'a surpris, c'est cette colonne, plutôt cette ligne, je dirais, qui est intitulée Lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, comme vous le voyez, en 2012-2014, c'était quelque chose qui était plutôt dans le haut du classement, donc c'était quelque chose qui était prioritaire, on peut le dire. 2014-2016, à nouveau, hein, c'est quelque chose qui a été reconduit. Et puis en 2016-2018, eh bien, on ne le voit plus. Il a été associé à la sécurité de l'espace public. Donc là, en fait, on voit que très vite, hein, il y a 6 ans, 7 ans en arrière, eh bien, le gouvernement genevois ne trouvait plus cette lutte contre le trafic de stupéfiants prioritaire. Et puis, vous voyez, depuis 2018, la sécurité de l'espace public n'est même plus une priorité. Donc, non seulement le trafic de stupes n'est plus présent, mais la sécurité de l'espace public n'est plus présente non plus. Donc, si je traduis, et vous me permettrez cette liberté, si je traduis cette politique de criminalité commune, eh bien, moi, je ne vois qu'une chose, c'est qu'en définitive, notre gouvernement n'a plus de volonté de lutter contre le trafic de stupéfiants. Non seulement il n'a plus de volonté de lutter contre le trafic de stupéfiants, mais il n'a non plus pas de volonté de lutter contre l'insécurité de l'espace public. Et ce sont des choses qui sont liées, puisque, comme vous l'avez compris durant ma présentation, je vous parlais des risques et surtout des effets néfastes, des effets collatéraux. Eh bien, tout simplement, ces deux effets sont liés. Et donc, s'il n'y a pas une réponse rapide face à cette progression de la consommation de stupéfiants, eh bien, évidemment, vous l'avez compris, l'insécurité va progresser, progresser encore, progresser toujours. Et comme vous le voyez très souvent lorsque vous baladez dans les rues du centre-ville, que ce soit à Lausanne, près du Grand Pont ou du Lausanne Palace, pardon, ou à Genève, près de la gare de Cornavin, eh bien, vous voyez que cet espace public, il n'est plus contrôlé, il n'est plus libre, mais il est contrôlé par des personnes qui vont travailler pour vendre de la drogue. Donc les axes 2024 à 2027, je vous les ai identifiés, je vous les présente aujourd'hui. Pour le canton de Genève, eh bien, ce sont des luttes contre les violences, la cybercriminalité, la mobilité, etc., etc. Je vous laisse en prendre connaissance librement. Mais comme vous le constatez, malgré cette urgence de reprendre, ou plutôt, je dirais, de redonner de la sécurité aux citoyens que vous êtes dans l'espace public, eh bien, le gouvernement a choisi de cibler d'autres choses qui ne sont plus du tout en lien avec la lutte contre les stupéfiants. Je vous propose de passer à un témoignage qui va être très illustratif puisqu'il s'agit d'une personne qui était toxicodépendante et qui vous explique sa progression. C'est quelqu'un qui heureusement, pardon, qui s'en est sorti. Et je voulais avoir quelque chose de vrai qui qui vous donne un indicateur. Et je vais déclencher la vidéo que je vous partage en ce moment. Voilà, désolé pour ces petits désagréments. Donc, je vais revenir à la slide suivante. La voici. Donc, j'ai fait des recherches, notamment sur quelques études qui ont été faites
au niveau sociologique. Le principe de l'étude sociologique, finalement, c'est l'étude de notre société. Et donc, je me suis dit, il y a certainement des personnes qui ont fait des études sur les désagréments de la consommation de la drogue, sur les usagers, sur beaucoup de choses. Et j'ai trouvé une étude très intéressante qui s'intitule La prévention contre la drogue souffre-t-elle d'incohérence, qui a été menée par le professeur Sandro Catassin, qui est directeur de l'Institut des recherches sociologiques à la faculté des sciences de la société à l'Université de Genève. Alors, je ne vous ai pas mis l'entièreté de son étude, mais j'ai extrait deux choses qui m'ont paru assez marquantes, assez éloquentes. La première, c'est les messages qui vont dans toutes les directions alors que le discours devrait être identique pour l'ensemble des produits qui peuvent conduire à une dépendance. Là, bien sûr, nous ne parlons pas seulement de drogue, mais nous parlons aussi d'alcool. Eh bien, je suis d'accord avec ça et je vous propose de partager cet avis. Le principe d'une dépendance ne doit pas être lié au produit, et il est aussi essentiel de dire que l'usage trop marqué de médicaments, d'alcool et de drogue doivent être alarmants et doivent être identifiés comme une dépendance. Alors ce soir, nous parlons principalement de drogue, bien entendu. Et comme je vous le disais sur une précédente slide, il est important de ne pas sectoriser, de ne pas polariser drogue douce, drogue dure, mais de parler uniquement d'un produit qui est nocif et qui peut conduire à une dépendance. C'est la drogue, tout simplement. Et la deuxième chose qui m'a fait plaisir en lisant cette étude, eh bien, c'est tout simplement que le message de prévention à l'intention des jeunes, il est fondamental. Et cette phrase pourrait être complétée par quelque chose de très simple, mais qui finalement doit nous alarmer, doit nous amener à une réflexion. Eh bien, tout simplement, c'est que ce message, il nous appartient. Nous avons autour de nous des amis auxquels nous tenons, des membres de notre famille. Eh bien, ce message, fais attention, ne consomme pas, sois prudent, c'est quelque chose qui va te nuire, c'est pas drôle, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors bon, t'en as consommé, bon, ben ok, de toute façon, c'est en arrière, on ne peut pas revenir en arrière, mais arrête, ne tombe pas dans la spirale. Et ça, c'est un message que nous devons donner aux personnes qui nous sont proches. De la même manière, les consommateurs, vous l'avez vu, sont très jeunes. Des consommateurs débutent la prise de stupéfiants à l'âge de 10, 11, 12 ans. Eh bien, c'est à ce moment-là, à partir de 9, 10 ans, qu'il est nécessaire aussi de donner des messages auprès des enfants. Les enfants sont notre avenir. Ce soir, cette soirée nous est offerte par futur.ch. Eh bien, il y a un lien à faire. Il y a un lien à faire très simple. Si nous ne fabriquons pas notre avenir, nous le subirons. Et donc, si nous fabriquons un avenir avec des personnes qui sont saines, qui ont une envie non pas de tomber dans la dépendance, mais plutôt d'être accompagnés pour se fabriquer avec une structure, avec des valeurs que nous leur transmettrons, la famille, Monica l'a dit, le mariage, la chrétienté, la croyance en quelque chose, eh bien tout simplement, nous fabriquons une jeunesse qui sera saine, qui en comme nous l'avons appris, comme nos parents nous l'ont appris, qui a des valeurs, qui croit en quelque chose et qui n'est pas perdu tout simplement parce qu'on l'a laissé finalement se, se, se perdre. Nous n'avons pas été là pour les écouter, nous n'avons pas été là pour leur dire, je suis là pour toi, je serai là pour toi, mais fais attention, sois prudent. Il est essentiel que tu sois dans une vie saine pour que tu puisses construire ton avenir. Bien entendu, et vous l'avez certainement vu, euh, les personnes qui vendent de la drogue sont souvent des migrants. Les marchés de la drogue sont contrôlés par des personnes qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont contrôlés par des personnes qui viennent d'Europe de l'Est, donc des pays des Balkans principalement. Et le marché de la drogue est aussi contrôlé, comme vous l'avez vu sur la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, et bien tout simplement,
cette drogue, elle est transportée par des personnes qui viennent de ces différents pays-là. Et donc, finalement, je me suis aussi documenté pour vous offrir une vision objective. Le but n'est pas de tomber dans l'excès, mais de se baser sur des faits. Et il était essentiel pour moi de vous donner cette vision-là, argumentée, objectivée, avec une étude qui tient la route. Et cette étude, elle a été faite par la Faculté des sciences de la société, une fois de plus, à l'Université de Genève, cette fois-ci par un assistant à l'Institut de recherche, de recherche sociologique, Loïc Pignolo, qui a réalisé cette étude très intéressante. Et là, je vous propose trois extraits principalement. Tout simplement, cette personne est allée au contact des vendeurs de stupéfiants. Et puis, bien sûr, au début, il explique que ça a été très difficile, mais très vite, ces personnes pensant qu'il était de la police n'ont pas voulu lui parler. Ensuite, il s'est présenté, il a expliqué qu'il faisait une étude et ces personnes ont commencé à lui faire confiance et se sont épanchées sur leur situation, ont donné des explications sur leur quotidien et à la faveur de cela, eh bien, M. Pignolo a résumé quelques points que j'ai trouvé essentiels, notamment le premier, eh bien, ce sont que c'est tout simplement les personnes qui travaillent dans la vente de stupéfiants sont des migrants, qui sont des migrants clandestins ou demandeurs d'asile, déboutés principalement de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ce n'est pas très difficile de le comprendre pourquoi. Vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure. C'est tout simplement car les produits qui proviennent de l'Amérique du Sud sont acheminés via l'Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, eh bien, les trafiquants vont essayer de dénicher quelques personnes qui vont non seulement contrôler l'acheminement de leurs produits jusqu'en Europe, mais aussi qui vont travailler à leur distribution. Le principe étant que ces personnes venant d'une même région, ils vont naturellement se faire confiance. Ils vont aussi avoir un mode de communication qui ne nous est pas familier, puisque ces personnes vont parler le Peul ou d'autres langues que nous ne maîtrisons absolument pas. Donc ça va leur offrir deux avantages. Et bien tout simplement, c'est qu'ils peuvent verrouiller la communication. Et puis, comme ils se connaissent, ils vont naturellement se faire confiance. Il faut savoir également que ces personnes sont envoyées en Europe par leur famille ou par leur village, qui payent un passeur, très souvent des sommes assez astronomiques pour eux, puisqu'on parle de 3 500 $ en moyenne. C'est une somme qui est énorme pour une personne qui se trouve en Afrique de l'Ouest, puisqu'on parle de salaire moyen entre 200 et 300 francs par mois. Eh bien, tout simplement, cette personne va aussi avoir le devoir de ramener de l'argent à sa région. Donc, une fois qu'il est envoyé en Europe, qu'il arrive sous nos latitudes, en Suisse romande, eh bien, il va devoir trouver un moyen de fournir de l'argent, d'envoyer de l'argent à son pays, à sa famille, puisque ces personnes ont finalement sponsorisé sa venue en Europe. Alors, évidemment, si on prend quelqu'un qui est honnête au demeurant, eh bien, cette personne va essayer de trouver un emploi. Il va essayer peut-être de travailler dans un garage, peut-être de travailler comme livreur de nourriture, des emplois assez simples. Et il va se retrouver dans des centres avec d'autres migrants. Et comparativement avec ce qu'il gagne en vendant de la drogue, je vous laisse imaginer la surprise et surtout l'attrait, bien entendu, de l'argent facile et surtout de- de grandes sommes obtenues très rapidement. Cette personne ne va pas tenir longtemps avant de succomber dans ce marché qui va l'attirer toujours plus, malgré que ces personnes, comme vous le voyez sur la troisième partie, enfin sur le troisième extrait de l'étude, ce sont des gens qui savent que la drogue qu'ils vendent est la plus dangereuse. Eux-mêmes n'en consomment pas pour des raisons peut-être financières, mais surtout et avant tout parce que jour après jour, si vous vous mettez dans la peau d'une personne qui vend de la drogue, vous allez voir vos clients
que vous allez chercher à fidéliser pour vous fabriquer un réseau et donc échapper plus facilement à la police. Vous allez voir votre client ou vos clients jour après jour qui vont baisser, qui vont devenir toujours plus maigres, toujours plus obsédés par la consommation et la dépendance. Donc non seulement c'est une position une sorte de position de marketing qui vise à fidéliser les consommateurs pour s'assurer en fait d'échapper aux peines de prison et à la police, mais c'est aussi une vision très claire que ce que je vends, c'est dangereux, mais ça rapporte beaucoup. Donc ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'ils n'ont absolument aucune considération pour leurs clients, qui sont peut-être votre voisin, hein, peut-être des amis ou des personnes qui sont, en tout cas en Suisse romande, qui sont des citoyens de nos latitudes. Et c'est aussi important de le mentionner, c'est des personnes qui vont rechercher à trouver des moyens de gagner toujours plus d'argent, et puis au détriment de la sécurité et de vos libertés. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucune considération pour votre liberté, pour vos libertés. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est à occuper le terrain, à trouver des spots qui fournissent de plus en plus de retours, hein, de revenus. Et c'est donc pour ces raisons-là qu'ils vont se poster au centre-ville. Il y a là-dessus une vision très claire, hein, ils ne sont pas stupides. Ils vont se dire, c'est là où il y a le plus de monde qui passe, nous sommes à proximité du Flon pour Lausanne, de la gare du secteur des Paquis, du quartier chaud pour Genève. Eh bien, c'est là qu'ils vont aller. Ils ne vont pas aller dans une région très lointaine de la banlieue lausannoise ou genevoise. Non, 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 non. Ils vont aller au centre-ville, là où tous les matins vous vous rendez à votre travail, ou tous les soirs vous allez prendre votre train. Et puis, comme vous le voyez notamment à Vevey, eh bien, quand vous sortez de la gare de Vevey, eh bien, il y a tout un essaim de personnes qui attendent. Et c'est plus vous qui être maître du terrain, c'est eux qui occupent ce spot-là. Donc, c'est eux qui occupent la rue. Et finalement, vous, entre guillemets, si vous n'êtes pas consommateur, vous les dérangez. Puisque eux, leur seul but, c'est de vendre des stupéfiants. Donc, il faut être très attentif à deux choses. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Ce sont des humains, bien sûr, il faut les respecter en tant qu'humains, bien entendu. Mais il faut non plus pas tomber dans le côté mielleux. Ce sont des personnes qui font partie d'un réseau et qui vendent de la drogue. Toutes les personnes qui se trouvent en- à proximité de zones que je viens de vous évoquer, de vous énumérer, pardon, ne sont pas des dealers. Ce sont des personnes qui travaillent pour un dealer. Et il est très important de faire la nuance, puisque quand vous parlez d'une situation à des personnes qui vont essayer de vous contredire, et vous dites, mais non, c'est pas vrai, c'est pas tous des dealers. Ils ont raison. En revanche, toutes les personnes qui se trouvent dans ces emplacements qui sont destinés à appâter un maximum de clients travaillent pour un dealer. Le fonctionnement est assez simple. Vous avez une personne qui va être ce qu'on appelle un rabatteur, qui va identifier le client. La personne, naturellement, va se rendre vers une personne qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui est très facilement identifiable. Il va dire, voilà, je cherche de la cocaïne. La personne va lui dire, OK, ben, tu vas vers cette personne-là, il va prendre le relais. De cette façon, si le premier rabatteur est interpellé, eh bien, finalement, il n'a ni produit ni argent. La deuxième personne va lui poser la question combien de drogue tu veux, quelle quantité. Et en fonction de la quantité, eh bien, il va lui dire le prix. La deuxième personne va prendre en charge l'argent. Donc, s'il est arrêté, tout simplement, il a une quantité plus ou moins importante d'argent sur lui. Mais il n'a toujours pas de stupéfiant. Et cette deuxième personne va indiquer une troisième personne à l'acheteur et ce sera cette troisième personne qui détiendra les stupéfiants. Alors, comme c'est très bien organisé, la personne va aller à une planque où il a
mis à disposition euh, ce qu'il doit vendre finalement. Alors la cocaïne, elle est emballée dans des boulettes avec du cellophane. Et puis finalement, ce sont un petit peu comme des grosses billes hein, avec lesquelles on jouait quand on était enfant. Et ces boulettes, eh bien finalement, c'est très facile de les avaler, c'est très facile de les jeter par terre, et c'est finalement très facile de s'en débarrasser. Donc le vendeur de stupéfiants va prendre en charge une, deux, trois, quatre boulettes, et puis va finalement assez facilement contourner le risque d'être interpellé, contourner les risques liés à la police et fournir en drogue son client. Donc vous voyez, ce n'est pas une ni deux, mais c'est trois personnes, voire quatre personnes ou cinq personnes. Tout dépend les réseaux comme ils sont organisés. Eh bien, c'est cinq personnes qui vont travailler pour fournir de la drogue à des clients que sont souvent les citoyens de notre Suisse romande. Dans les villes comme Yverdon, dans des villes comme Genève, comme Lausanne, ou comme Vevey, ou comme d'autres. Et le seul moyen de lutter là contre, eh bien, tout simplement, c'est d'occuper le terrain. Ces personnes ont pris d'assaut des zones de liberté que sont nos centres-villes, donc ils bafouent nos libertés. C'est à nous de donner une réponse forte en disant bah, c'est à nous d'occuper le terrain. Alors quand je dis nous, bien sûr, ça peut être vous et moi, mais les autorités sont là avec le bras armé qui représente la police et il est nécessaire que ces mêmes autorités reprennent en main ce territoire qui vous appartient. Il n'est pas normal que lorsque vous prenez le train le matin pour aller à votre travail, vous soyez dans une situation d'insécurité ou en tout cas que vous soyez en précarité par rapport à la sécurité que vous avez le droit d'avoir. Quelques solutions, eh bien, tout simplement par rapport aux parents, par rapport à l'école, par rapport à l'association dont je suis le vice-président, eh bien, c'est un dialogue que nous avons aujourd'hui. C'est avant tout la prévention. Il y a quatre piliers dans la lutte contre les stupéfiants. La prévention est le premier pilier. Eh bien, la prévention, elle nous appartient. Elle vous appartient également et c'est une responsabilité que vous devez prendre. Les personnes qui sont chères pour vous, vous devez les prévenir. Attention, la drogue, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je suis là pour toi. Explique-moi pourquoi tu prends de la drogue, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que peut-être je ne t'ai pas donné, quel est ton malaise. La drogue sert souvent de moyen de s'échapper d'un quotidien ou de blessures mal soignées. Mais par le dialogue, il est aussi possible de prévenir, ou en tout cas de stopper la progression de quelqu'un qui va tomber dans l'accoutumance et la dépendance. Vous avez vu avec le témoignage de cet homme ce que peut faire la drogue. Eh bien, c'est une réalité qui peut très vite être proche de vous. Et donc, il est nécessaire de prendre en charge cette responsabilité de parents, de grands-parents, d'amis ou de frères, de sœurs, que sais-je, en disant, voilà, écoute, j'ai envie de te garder près de moi, j'ai envie que tu aies une bonne vie, j'ai envie que tu fasses de ta vie ce que tu souhaites faire. Si c'est quelque chose de difficile pour toi ou que tu te sens stressé par ce qui t'attend, eh bien, parle-moi. Ayons ce dialogue qui va t'éviter de tomber dans cette dérive, puisque tu as ce malaise que tu ne peux pas, que tu ne peux pas soigner. Et donc, ça devient de l'accompagnement. Et cet accompagnement, il est essentiel. Et croyez-moi, toutes les personnes qui sont tombées dans la dépendance ne l'ont pas eu, soit n'ont pas eu le dialogue, soit n'ont pas eu la prévention. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles n'ont pas eu l'accompagnement. Et puis, ces solutions, elles passent aussi, bien sûr, par la police. La police doit lutter contre l'augmentation du deal de drogue et identifier les zones et marquer sa présence, comme je le disais, pour dissuader les vendeurs d'investir le terrain, ce qui va bien entendu aboutir à des arrestations. Mais ne soyez pas dupes. Pour une arrestation, eh bien, il y a plusieurs réseaux qui vont se construire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. J'entends souvent des policiers qui disent ah, mais on ne peut rien faire. Eh bien non, c'est faux.
Il est nécessaire, mais c'est à la faveur de la volonté des citoyens que vous êtes, de donner aux législateurs le degré, ou en tout cas la direction à avoir. Comme vous le voyez, comme vous l'avez certainement lu dans les journaux ou entendu par des amis, eh bien, beaucoup de citoyens commencent à se faire entendre, veulent que ce deal de rue stoppe, veulent que cette occupation de la rue par des personnes qui travaillent pour le trafic de drogue stoppe, tout simplement parce qu'elles en ont assez. Ensemble, nous serons toujours plus forts que si deux ou trois personnes, avec toute la bonne volonté du monde, cherchent à enrayer le problème. Il faut que vous souteniez ces opérations, que vous souteniez ces prises de pouvoir, ou en tout cas que vous souteniez ces interpellations. Ensemble, même si ce n'est qu'à la faveur d'une signature, même si ce n'est qu'à la faveur d'un pouce levé, même si ce n'est qu'à la faveur d'une prise de conscience, ou en tout cas de partage de cette information, il est nécessaire que vous nous aidiez à travailler dans ce sens-là. La politique, j'en parlais, eh bien, tout simplement, c'est une prise de conscience des problèmes indirects de la consommation. On parle de coûts médicaux en ce moment, hein, vous l'avez entendu comme moi aujourd'hui. On parle d'une augmentation des coûts de la santé. Eh bien, la drogue, mesdames et messieurs, cela en fait partie. Quelqu'un qui consomme de la drogue va au minimum se diriger vers des problèmes psychologiques, psychiatriques. C'est une consommation qui se fait principalement en fumant. Donc, évidemment, son système immunitaire, mais son système respiratoire, son système cardiaque, tout ça va être affecté. Et si quelqu'un tombe dans l'addiction, eh bien là, c'est une personne qui va finalement être prise en charge médicalement. Et donc, c'est une personne qui va voir sa santé baisser petit à petit. Et donc, c'est une personne qui va coûter de plus en plus. Bien entendu, vous avez également le risque d'attractivité en cas de légalisation. Vous avez certainement vu que plusieurs partis ont tenté euh, ces dernières années de légaliser les stupéfiants. Et bien, tout simplement, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation que je vous propose ce soir, mais ces questions, elles ont été posées aux vendeurs de stupéfiants, aux dealers, et puis tous ont répondu, mais finalement, ça ne va rien changer. Le fait de légaliser de la drogue va simplement augmenter la proportion de clients qui seront fidélisés, puisque finalement, les personnes qui sont contentes d'une marchandise vont continuer à acheter toujours à la même personne. Et vous l'avez vu, c'est ce que les dealers recherchent, de fidéliser leurs clients, de créer un réseau. Eh bien, croyez-moi, ces personnes ne vont pas changer leurs habitudes. Au contraire, le vendeur de stupéfiants va leur dire, si tu m'amènes de nouveaux clients, je peux te faire, par exemple, une dose gratuite ou je peux te faire un prix plus bas. Et croyez-moi, ça fonctionne extrêmement bien. C'est de cette façon aussi qu'ils fidélisent leurs clients. Et c'est de cette façon aussi que, à la faveur d'une légalisation potentielle, le but recherché ne va jamais être atteint. Tout simplement parce que le produit va être plus cher, va être moins fort, puisqu'il sera contrôlé. Comme vous le savez, l'alcool qui est vendu en Suisse romande est mesuré, est vérifié et contrôlé par nos pouvoirs en présence. Eh bien, sachez que la drogue qui est vendue dans la rue n'est jamais contrôlée. On ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas, pardonnez-moi, on ne sait pas on ne sait pas ce que cette drogue contient. Donc ça veut dire aussi que la personne qui va vouloir légaliser de la drogue va devoir fournir un taux de THC qui sera mesurable et qui sera surtout décidé par les pouvoirs politiques. Et ce n'est pas du tout ce que le consommateur veut, puisque lui, il veut une drogue qui est puissante, qui lui amène quelque chose de fort à un prix tout à fait raisonnable. Le côté qualitatif mesuré en proportion du prix, c'est quelque chose qui fonctionne aussi dans ces milieux-là.
Donc, il est aussi nécessaire que les pouvoirs politiques se réveillent en fournissant des programmes de prévention, de lutte et d'accompagnement, mais surtout de la prévention. Vous allez, j'en suis sûr, en tout cas je l'espère, prendre le pied de ce que j'ai décidé de partager avec vous, parler à votre entourage, donnez-leur des arguments et surtout prévenez toute consommation et toute dérive. Eh bien, nos pouvoirs politiques doivent faire de même. Il est nécessaire que les programmes de prévention soient présents dans les écoles, auprès des plus jeunes, à partir de 10 ans, je dirais, 10, 11 ans. Eh bien, il est nécessaire que ces gens, ces jeunes adultes, finalement, eh bien, soient prévenus des risques de la consommation de la drogue, qu'ils sachent l'identifier, qu'ils connaissent que cela représente un danger, comme on peut imaginer un logo avec une tête de mort sur un produit toxique. Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de faire ce parallèle. Tous les produits stupéfiants sont des produits toxiques à moyenne ou à longue échéance. Là aussi, j'ai voulu illustrer mon propos par ces images. Vous le voyez ici, c'est un t-shirt One pill can kill, une pilule peut tuer. C'est malheureusement une réalité. On l'a vu durant certaines soirées auxquelles on a participé. Lorsque l'ecstasy est arrivé dans les boîtes de nuit, eh bien, tout simplement, c'était une pilule qui faisait sourire, qui donnait du bonheur. Mais c'est aussi des pilules qui peuvent contenir des produits toxiques et même des poisons, puisque certaines ont été identifiées avec une proportion de strychnine, hein, donc la mort au rat. Et puis les personnes qui fabriquaient ces pilules n'avaient absolument aucune réserve à les distribuer, surtout à les vendre à la faveur d'une soirée ou auprès de personnes qui venaient les interpeller en leur demandant de la drogue. Eh bien, ces personnes leur vendaient finalement de la mort et n'avaient absolument aucun problème avec ça. Et puis cette image qui pour moi est très importante, une femme voilà, serre dans ses bras sa fille, on peut imaginer que cette personne eh bien, était est en addiction et puis elle se dit eh bien, tout simplement leave harmful habits behind for good, tout simplement laissez derrière vous vos habitudes, vos mauvaises habitudes derrière vous pour votre bonheur. Eh bien, c'est un message qui est assez simple. De la même manière, Drug Overdose Awareness, eh bien, ce sont différents, pardonnez-moi, sont différents messages comme Drug is not fun, la drogue ce n'est pas drôle, la drogue ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Eh bien, tous ces messages, vous devez les transmettre auprès des personnes pour qui vous avez de l'affection, qui sont importantes à vos yeux. Drug is not fun, la drogue c'est pas drôle, la drogue c'est grave, la drogue c'est important. Traduisez-le de la manière dont vous voulez, mais dites-le, transmettez ces messages-là. Je vous ai mis également quelques arguments. Très souvent, en fait, les personnes vers qui nous avons ce genre de message, faites attention, la drogue, c'est grave, la drogue, c'est nocif, eh bien, très souvent, et vous l'avez certainement entendu comme moi, l'argument bateau, c'est que la drogue, c'est pas pire que l'alcool. Bien entendu, mais l'alcool, ce n'est pas mieux. Et tout simplement, la drogue, notamment le cannabis, peut avoir des effets qui ne sont pas bénins, notamment augmenter le risque de troubles mentaux, altérer et développer le développement cérébral. Bien entendu, pour la conduite, comme l'alcool, la consommation de stupéfiantes est interdite, peut altérer la coordination, augmenter le taux d'accident. Bien moins fréquente que l'alcool, la dépendance du cannabis peut provoquer des problèmes sociaux et de santé, évidemment. Mais surtout au quotidien, la consommation régulière de cannabis peut affecter la motivation, la mémoire, la concentration. Et donc, il n'est pas rare de voir des adolescents qui vont à l'école, mais qui n'ont absolument aucune capacité à être concentrés, donc n'apprennent rien. Et finalement, c'est le début de la spirale qui va les désociabiliser,
qui va provoquer une rupture avec l'enseignement, qui va provoquer un isolement, puisqu'il ne peut plus aller à l'école, il ne peut plus suivre ses cours, il ne peut plus rien apprendre, et finalement, il va se retrouver en échec scolaire. Sur la base de cet échec scolaire, va s'en suivre une recherche de stupéfiants toujours en augmentation pour provoquer les mêmes effets, etc. Je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter là-dessus, vous avez bien compris la suite. En conclusion, comparer les risques du cannabis à ceux de l'alcool peut minimiser les dangers réels associés à sa consommation. Eh bien, tout simplement, finalement, en disant consommer du cannabis, ce n'est pas plus grave que de consommer de l'alcool, eh bien, tout simplement, la réponse est facile. Je préfère que tu ne consommes ni l'un ni l'autre. Je ne parle pas de vin récréatif ou de dégustation, mais là, nous parlons d'alcool fort. Comme vous le savez, très souvent, les jeunes vont acheter de l'alcool fort et vont le mélanger à des boissons sucrées pour, euh, pour se mettre dans un état second, en tout cas, se mettre en fait dans une position désinhibée. Eh bien, on peut mélanger des alcools, mais on peut aussi mélanger des drogues ou mélanger de l'alcool et des drogues, ce qui arrive très, très fréquemment. Et là, on a un cocktail explosif puisqu'on ne maîtrise plus rien. Les personnes ne sont plus du tout en possession de leurs moyens et peuvent faire tout et n'importe quoi. On a des gens qui se sont jetés dans l'eau glacée. On a des personnes qui se sont mises devant des véhicules, se sont fait heurter. On a des personnes qui se sont automutilées. En fait, il y a des énormes risques à ça. Et puis, ces personnes, si elles ne sont pas entourées ou si elles sont entourées par des gens qui ont fait la même consommation, eh bien, tout simplement, ce ne sont pas des personnes qui vont les prendre en charge. Et on peut très bien imaginer que sur une soirée qui a bien commencé, eh bien, cette soirée va se terminer soit à l'hôpital, aux urgences, ou peut-être plus gravement, eh bien, tout simplement à la morgue. Je vous ai mis une citation qui pour moi, était enfin, très importante. C'est que dans la vie, j'ai eu le choix entre l'amour et la drogue et la mort. J'ai choisi les deux premières, donc l'amour et la drogue. Et finalement, c'est la troisième qui m'a choisi. C'est une citation de Jim Morrison. J'ai longuement cherché une citation qui illustrait finalement cette présentation. Eh bien, je pense que je l'ai trouvée, puisque par le début de la citation, dans la vie, et puis c'était le début et c'était le titre de cette présentation, oui à la vie et non à la drogue, eh bien, Jim Morrison, comme vous le voyez, a choisi de prendre un autre chemin. Malheureusement, eh bien, c'est la drogue qui l'a emporté, très jeune d'ailleurs, de par sa consommation effrénée de stupéfiants. Donc, c'est une conclusion que je vous propose à cette présentation, ne serait-ce que si ce n'est que ça que vous deviez retenir. Choisissez la vie et dites-nous à la drogue.